Fin à Ouagadougou au Burkina Faso de la rencontre des ministres en charge des affaires étrangères de l'AES. Les échanges ont porté sur les formalités du retrait des pays de l'espace de la CEDEAO. Le retrait des pays de l'AES devrait permettre la création d'un espace de souveraineté, de paix et de prospérité au bénéfice des peuples de l'AES. Les soldats de l'économie sont à l'honneur ce 27 janvier. C'est à la faveur de la célébration de la journée qui leur est dédiée. Dépôt de gerbes de fleurs, une exposition photo retraçant la vie des douanes maliennes depuis les années 60 et la remise de groupes électrogènes. Ce sont là les temps forts de la journée au Mali. Les détails avec nos différents reporters. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré tout à l'heure les opérateurs économiques. Ensemble, ils ont examiné le cahier de charges relatif aux opérations spéciales d'importation du riz et de la graine du coton. On en saura davantage avec Nyanya Alou Traoré. La dengue peut être à l'origine d'une fausse couche dès le premier trimestre de la grossesse. Elle provoque un accouchement prématuré et augmente le risque d'hémorragie. Vous aurez plus d'informations dans la chronique santé avec Koumba Sissé en fin de journal. Voilà les titres. Ravi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec cette audience que le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a accordée à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Abdullah Saleh Saber. Cette rencontre a permis aux diplomates de réaffirmer le soutien de son pays au gouvernement de la transition et de discuter du développement de la coopération entre les deux nations, notamment sur les plans économiques, politiques et social. Je vous invite à écouter l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au micro de Mamari Koné et de Aliou Touré. C'était une visite de courtoisie. Je suis venu transmettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, les salutations du serviteur des deux Saintes Mosquées et de son prince héritier. Je suis venu réaffirmer également la position du gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite pour soutenir le Mali. Les relations politiques sont très bonnes entre les deux pays depuis l'accession de la République du Mali à l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc, par ailleurs, il y a une coopération d'assistance du Royaume d'Arabie Saoudite à l'endroit de la République du Mali, qui est exécutée par le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires. Et quant au Fonds saoudien de développement, lui, il intervient dans le domaine des infrastructures sur instruction du serviteur des deux Saintes Mosquées. Et nous souhaitons que les relations entre nos deux pays vont se développer davantage. Et nous ouvrons la page AES. Je vous l'annonçais dans les titres. Les ministres en charge des affaires étrangères étaient réunis hier à Ouagadougou. Ils entendent asseoir une position commune et une stratégie d'ensemble qui définirait les liens de collaboration futurs entre la Confédération AES et la CEDEAO après le 28 janvier, date de retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. La mission des trois chefs d'État est de faire de l'AES un espace de souveraineté, de paix et de prospérité partagée au bénéfice de leur peuple. La rencontre de Ouagadougou est sanctionnée par un communiqué final, le compte-rendu de nos confrères de la RTB, Adam Angouti et Isia Kanala. Après une journée d'intenses travaux, la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel est sanctionnée par un communiqué final. Depuis Ouagadougou, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger saluent le leadership, la vision éclairée et la détermination sans faille des présidents Traoré, Goïta et Tchani. Des chefs d'État résolument engagés et déterminés à faire de la Confédération des États du Sahel un espace de souveraineté, de paix et de prospérité partagée au bénéfice de leur peuple. Ils ont salué l'adhésion massive et spontanée des populations africaines à cette vision, confortant ainsi la portée panafricaniste des actions confédérales. Les ministres ont eu une convergence de vues sur l'approche globale des futures négociations avec la CEDEAO
dans l'intérêt supérieur des populations. Cette réunion dans la capitale burkinabé devrait permettre à l'AES de disposer d'un document stratégique solide, essentiel pour mener à bien les discussions avec la CEDEAO après le 28 janvier 2025, date butoir du retrait des pays de la Confédération de l'instance sous-régionale ouest-africaine. Nous comprenions que désormais, les discussions au sein de notre espace doivent tenir compte de l'existence de l'AES, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en tant qu'acteurs unis pour pouvoir avoir des discussions avec la CEDEAO dans un esprit de coexistence pacifique, dans un esprit de responsabilité, mais surtout dans le souci de pouvoir préserver les intérêts des populations, les intérêts de toutes les populations. L'AES marque sa disponibilité au-delà de la CEDEAO à coopérer avec tous les pays du monde, épris de paix, épris de prospérité, dans le respect de notre souveraineté et dans le respect de la dignité de nos peuples. Et j'appelle aussi nos populations et au-delà de la diaspora à participer massivement à la célébration de l'an 1 de notre sortie de la CEDEAO le 28 janvier 2025. La Confédération des États du Sahel veut désormais s'imposer dans le concert des nations. Et la rencontre de Ouagadougou matérialise la volonté du Burkina Faso, du Mali et du Niger d'asseoir une position commune et une stratégie d'ensemble qui définissent les liens de collaboration futurs entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO, basée sur la franchise. Le représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies, Issa Konfrou, a représenté les pays de l'AES à la réunion publique de haut niveau du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le diplomate malien a détaillé la stratégie de l'organisation pour combattre le terrorisme. Issa Konfrou a déploré la non prise en compte des exploits des forces maliennes dans les rapports présentés. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention. La création de la Confédération AES témoigne de notre conviction qu'une approche régionale coordonnée et souveraine est la réponse appropriée à la menace terroriste. Les résultats encourageants obtenus sur le terrain par nos forces de défense et de sécurité confirment la pertinence de cette approche. Ces succès se traduisent notamment par l'arrestation, la reddition ou la neutralisation de plusieurs éléments et chefs terroristes, la destruction de leurs bases, ainsi que la saisie des matériels de guerre. La reconquête des territoires jadis contrôlés par des groupes criminels, le retour des populations et de l'administration, ainsi que la réouverture des écoles dans ces zones sont des avancées qui méritent d'être relevées. C'est le lieu pour nous de déplorer la non prise en compte de ces exploits réels dans les rapports et les présentations faites par les Nations Unies et ses entités sur le terrain, qui préfèrent documenter le nombre d'incidents sécuritaires et les attaques contre les forces combattantes et les populations civiles. Parallèlement à cette pression militaire, la Confédération AES inscrit sa lutte contre le terrorisme dans une stratégie globale et intégrée qui inclut également des mesures politiques, de développement économique et social, de justice et de réconciliation. Cette approche nous permet de trouver des solutions durables aux causes profondes du terrorisme en tenant compte des réalités locales. Dans cette lutte complexe, les États membres de la Confédération AES tiennent à remercier tous les pays amis pour leur soutien constant et multiforme pour la sauvegarde de l'intégrité de nos territoires et de la dignité de nos peuples. Cependant, nous condamnons avec force la participation des sponsors étatiques étrangers, à l'instar de la France et de l'Ukraine, cette dernière qui a ouvertement revendiqué son appui aux groupes terroristes opérant au Mali, et cela sans la moindre condamnation de la part de cet auguste organe, pourtant chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pour renforcer efficacement la lutte contre le terrorisme en Afrique, nous préconisons 4 axes prioritaires que nous invitons respectueusement le Conseil de sécurité à considérer.
Premièrement, un soutien accru et concret aux initiatives africaines de lutte contre le terrorisme dans le strict respect de la souveraineté et des priorités nationales. Deuxièmement, le renforcement de la coopération en matière de renseignement et de lutte contre le financement du terrorisme, notamment les réseaux criminels transnationaux qui alimentent ces activités illicites. Troisièmement, une approche holistique intégrant développement économique et social et sécuritaire, avec un accent particulier sur la prévention, la déradicalisation et la réinsertion. Et enfin, quatrièmement, un appui substantiel au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité des pays qui sont en première ligne dans ce combat, notamment ceux de l'AES. Bamako abrite depuis ce matin la rencontre des sociétés d'assistance aéroportuaire de la Confédération des États du Sahel. La rencontre devra permettre de mettre en place un cadre d'échange et de coopération afin d'améliorer la qualité des services aéroportuaires. Le reportage de Batraouri. Les responsables de l'assistance aéroportuaire des pays de la Confédération des États du Sahel estiment que l'AES est un cadre d'échange et de coopération pour le développement de leurs activités. Réunis à Bamako, ils veulent partager leurs préoccupations et identifier de nouvelles opportunités de collaboration permanente pour l'amélioration de la qualité des services aéroportuaires. Je suis certain que ces échanges seront fructueux et nous permettront de renforcer les liens qui nous unissent. Je voudrais vous affirmer notre engagement à faire de nos sociétés des entreprises de référence dans le domaine de l'assistance aéroportuaire. J'ose espérer que nos échanges permettront de tracer le chemin pour la réalisation de cette ambition. L'harmonisation des procédures, les pistes de coopération et de mutualisation des moyens tiendront une place de choix lors des débats. Les délégués plancheront également sur le système de management de la sécurité et de la qualité et le partenariat entre les sociétés d'assistance en escale et les centres de formation. L'aviation civile est un pilier de développement économique, social et culturel. Elle facilite les échanges, soutient le tourisme et renforce la coopération entre les pays. À cet égard, le développement du transport aérien occupe une place importante dans la feuille de route du président de l'AES. Les projets de création de la compagnie aérienne de l'AES et l'institution de la journée de l'aviation civile dans l'espace AES procèdent de la mise en œuvre de cette feuille de route. La rencontre de Bamako enregistre la présence des délégués du Togo. Elle sera sanctionnée par des recommandations fortes pour l'amélioration de la fluidité dans les aéroports. La dernière étape de la rencontre sera consacrée à une visite à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. 14e édition des journées des riziculteurs couplée à la vente promotionnelle du riz local au Niger. Cette édition, au regard de son importance, a reçu la visite inopinée du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, venu constater de visu le déroulement de l'opération. Abdul Karim Mama Barmou et Yazir Abiou pour les détails. Rendre la nourriture disponible et accessible à tous les Nigériens, c'est l'une des préoccupations majeures du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État. Un souci constant depuis son accession à la magistrature suprême. Ce matin, les organisateurs de la 14e édition des journées des riziculteurs et ventes promotionnelles du riz local ont eu très tôt une agréable surprise, la visite inopinée du chef de l'État sur leur site au palais du 29 juillet. Il n'y a que ça qui reste. Et justement, un des promoteurs de cette édition en témoigne à travers des propos qui cachent à peine sa joie de cette visite du chef de l'État. Le mot nous manque parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans les organisations paysannes. À l'époque, on cherchait des audiences à plusieurs reprises pour rencontrer le président de la République. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour le monde paysan. Parce qu'on a vu l'importance
que le président du CNSP accorde au monde rural. Au regard du bon déroulement de cette opération qui prend fin aujourd'hui, tout laisse à croire qu'elle sera prolongée ou rééditée, d'autant plus que les besoins sont réels et la disponibilité du riz y est. Et comme annoncé dans les titres, l'actualité du jour, c'est la journée internationale de la douane, célébrée le 26 janvier. Pour raison d'agenda, elle a été célébrée ce matin à Samanko. Les douanes maliennes ont réalisé plus de 883 milliards de recettes en 2024, dépassant de loin les objectifs fixés par les autorités, soit un excédent de plus de 88 milliards de francs CFA, s'il vous plaît. Des chiffres dévoilés ce lundi par le directeur général des douanes. Le ministre de l'économie et des Finances a félicité la direction générale et les agents pour ces résultats. La cérémonie a été suivie par Siaka Konaté, Aruna Diara et Abou Kouni. Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité, ce thème est retenu pour la célébration de la Journée internationale de la douane édition 2025. Il reflète bien la vision des autorités de la transition. À travers ce thème, l'Organisation mondiale des douanes entend encourager ses membres à réfléchir et à traduire en action leurs engagements de faciliter les échanges, de garantir la sécurité de la chaîne logistique et de promouvoir la croissance économique durable. Mesdames et messieurs, chers invités, compte tenu des choix stratégiques de notre pays dans le domaine de l'indépendance politique et économique, je puis vous affirmer que ce thème cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de la transition. En effet, le binôme sécurité-prospérité reste au cœur des préoccupations du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour faire de notre pays une nation de paix et de prospérité. Coup de chapeau du ministre de l'économie et des finances aux soldats de l'économie qui ont dépassé de 11% les objectifs de recettes qui leur avaient été assignés par les autorités en 2024, soit un excédent de plus de 88 milliards de francs CFA. En 2024, nos objectifs fixés à 795 milliards ont été largement dépassés avec une réalisation totale de 883,88 milliards de francs CFA, soit 111,18% des prévisions, générant un excédent de 88,88 milliards de francs CFA. C'est l'occasion de remercier les plus hautes autorités pour les appuis multiformes et féliciter le collectif des douanes pour son engagement. C'est le lieu de remercier également la section syndicale des douanes, à travers son secrétaire général, pour tout l'accompagnement, le sens de l'écoute pendant ces années-là. La douane a aussi à son actif d'importantes saisies d'armes, de munitions, de médicaments, de stupéfiants, de devises étrangères. Sur les 37 réformes engagées, 15 sont totalement mises en œuvre, 19 sont en cours d'exécution. La liste est rallongée avec les rajouts de 3 nouvelles réformes, dont la douane intelligente, des résultats que les douanes doivent en grande partie au soutien des autorités, l'engagement des travailleurs et à un front social apaisé au sein de l'administration douanière. À travers cette célébration, permettez-moi de saluer spécialement les travailleuses et les travailleurs de l'administration douanière du Mali, dans un contexte marqué par des défis multiples, économiques, sécuritaires et sociaux. Vous restez inébranlable dans votre mission, assurant avec rigueur la protection de notre économie et la sauvegarde des intérêts de notre nation. Votre engagement témoigne d'un profond patriotisme et mérite toute notre reconnaissance. La journée internationale des douanes est célébrée chaque 26 janvier, mais les 3 pays de la Confédération des États du Sahel ont de commun accord décidé de la célébrer le 27 janvier. Les administrations douanières des 3 pays
travaille à l'harmonisation des textes. Au-delà de nos responsabilités au niveau de la vice-présidente de la région EMD-AOC, les douanes du Mali sont totalement engagées dans la mise en œuvre des orientations données par les plus hautes autorités dans le cadre de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ainsi, les directeurs généraux des douanes du Burkina Faso, de la République du Niger et de la République du Mali sont déjà à 2 rencontres depuis la rencontre des chefs d'État de l'AES. Les experts des 3 pays sont à la tâche tous les jours dans la revue et l'harmonisation de tous les textes pour faire de l'AES un espace d'intégration des peuples ainsi que pour le décollage économique de nos 3 États. Une quinzaine d'agents des douanes et d'opérateurs économiques ont reçu des médailles de l'Organisation mondiale des douanes pour leur engagement. Au programme de cette journée, une conférence sur le thème de la journée, une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Un thème développé par le chef de la division des relations internationales à la direction générale des douanes, le colonel Issa Traoré. Vous aurez les détails de Siaka Kounoté et de Haruna Diara dans nos éditions futures. L'innovation de la célébration de l'édition 2025, c'est le vernissage d'une exposition qui retrace en images la vie des douanes maliennes des années 60 à nos jours. Le ministre Sanou a rendu hommage aux douaniers décédés par un dépôt de gerbes de fleurs. Le dernier acte du patron de l'Hôtel des Finances a été la remise des clés des groupes électrogènes au directeur général des douanes. La synthèse de ces différentes activités avec Tamsir Diabaté. Une douane qui a concrétisé ses engagements en matière d'efficacité et de sécurité. Le mérite revient donc à ses services de célébrer avec notoriété et hauteur la journée qui lui est dédiée. Et les pas cadencés et rassurants du ministre des Finances à la revue des troupes dénotent que la dynamique enclenchée par les soldats de l'économie doit et va être maintenue. Une dynamique qui doit être maintenue pour l'honneur et la mémoire des douaniers tombés pour la patrie. D'où ce dépôt de gerbes de fleurs par le ministre de l'économie et des finances au monument des morts à la direction générale des douanes. Cela s'appelle la reconnaissance du Mali État-nation. Après le dépôt de gerbes de fleurs, le ministre Sanoun a procédé à la signature du livre d'or en souvenir du sacrifice des agents des douanes tombés avec des armes à main. La célébration de la journée de la douane, c'est aussi une exposition sur les douanes d'hier et aujourd'hui. Cette exposition première du genre reflète l'engagement, le professionnalisme et l'impact de la douane au service de la nation. Elle a permis aux visiteurs du jour de se rendre compte que les douanes maliennes viennent de loin. Loin pour avoir commencé par chameaux et moyens roulants de type moto bécane pour les patrouilles. L'esprit qui sous-tend vraiment cette présentation, c'est d'abord essayer de magnifier le travail douanier, essayer de porter à la connaissance des autorités et des citoyens là-bas ce que nous faisons. Et à travers nos moyens, anciens et nouveaux, à travers nos outils, anciens et nouveaux, et à travers notre méthode de travail. Cette exposition est un véritable contraste entre l'ancienneté et la modernité avec des hearses qui servaient d'immobiliser les véhicules de fraudeurs et cette valise numérique qui localise à des kilomètres. L'autre moment historique de cette visite d'exposition, c'est la reconstitution d'une saisie d'armes dissimulées entre les fétiches. Une saisie effectuée par l'actuel directeur général des douanes quand il était chef de bureau dans la région de Sikasso. Nous sommes en 1995. Dès que j'ai pris la somme comme ça, j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil sur le monsieur, j'ai senti la peur. J'ai dit, chef de la sélection, il faut le surveiller.
Alors, donc j'ai pris la sonde. J'ai dit, ça sent du fer. Et on a ouvert, j'ai sorti. Et c'était moi. Merci beaucoup. La douane vient de nous démontrer toutes les compétences qu'elle regorge. Nous avons des services de douane qui sont vraiment déterminés, qui sont engagés, qui, au risque de leur vie, souvent, vraiment, ça dénote une fois de plus qu'on peut continuer de faire confiance à nos services de douane qui restent toujours aux côtés des populations pour assurer leur sécurité. Monsieur, demain, on peut s'attendre à un musée des douanes avec tout ce que vous avez vu comme exposition? C'est déjà dans nos intentions. Cette exposition qui témoigne de la capacité des agents des douanes à faire face aux défis contemporains a permis de rassurer davantage les partenaires des douanes. Nous sommes vraiment très ravis de voir l'évolution de la douane du Mali. Dans le temps, quand nous on commençait dans les années 85, tout se faisait à la main. Donc les procédures étaient longues et puis ça posait trop de problèmes. Aujourd'hui, pour faire une opération au niveau de la douane, 5 à 10 minutes suffisent pour terminer un dossier. Ça veut dire qu'on va aller loin, très très loin. La douane malienne a fait ses preuves dans le Mali et puis dans la sous-région aussi. Nous, on est très très rassurés parce que nous savons, malgré que nous ne bénéficions pas de zones portières. La célébration de la journée de la douane est cette fois-ci couplée à la cérémonie de remise des groupes électrogènes au service des douanes par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Et toutes choses qui dénotent de l'engagement des opérateurs économiques à accompagner les douanes dans leur mission régalienne. Bon, c'est le partenariat de la douane entre les chambres de commerce et d'industrie du Mali. Toujours les douanes, c'est notre compagnon. Bon, ils nous demandaient de donner les groupes, on a fait. Il résulte de cette journée que la douane est un acteur clé de la souveraineté et du développement durable pour une nation qui opte pour le renouveau. Journée de la douane, on en parle toujours avec cette conférence sur une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Un thème développé par le chef de la division des relations internationales à la direction générale des douanes, le colonel Issa Traoré. Le conférencier s'est beaucoup appesanti sur la modernisation, la digitalisation et la simplification des procédures douanières. Selon lui, la sécurisation du pays, la protection de l'économie et l'efficacité des douanes devront favoriser l'accroissement des recettes douanières, nous disent Chaka Konaté et Aruna Diarra. Pour être efficaces, les douanes maliennes doivent s'adapter aux réalités du moment, donc moderniser, simplifier les processus et mettre l'accent sur la formation des ressources humaines. Telle est la conviction du conférencier. Ce que la douane doit faire pour être efficace, c'est que la douane doit tisser effectivement une plateforme de collaboration avec notamment ses partenaires du secteur privé. La douane doit également procéder à la modernisation de ses processus, c'est-à-dire à travers la digitalisation qui permet effectivement d'aller vers une certaine célérité des opérations commerciales. Pour être efficace, la douane doit également faciliter le commerce, c'est-à-dire accélérer le temps de main levée sur les marchandises à travers la modernisation de ces processus, notamment non seulement la digitalisation, mais aussi l'analyse des risques qui consiste à collecter, à analyser les risques pour mieux asseoir le contrôle. Le directeur général prône de son côté le renforcement de la chaîne logistique, l'utilisation des moyens d'intervention, le suivi électronique des cargaisons, l'exploitation du renseignement satellitaire. Nous avons la chance d'avoir l'Organisation mondiale des douanes qui a réfléchi à tous les sujets qui peuvent intéresser les douanes. Alors donc nous, douanes du Mali, aussi bien que nous sommes vice-présidents de la région OMD-AOC, nous sollicitons aujourd'hui l'exploitation du renseignement satellitaire. Pourquoi? L'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est qu'aujourd'hui, toutes les douanes de l'Afrique occidentale travaillent dans des zones d'insécurité, ce que nous appelons les zones de frontières fragiles. Vous savez aujourd'hui, quand vous avez une information sur Nampala, vous avez des informations, les renseignements douaniers, ça peut être vrai à 50%, comme ça peut être faux à 50%. Alors donc, il faut éviter les interventions hasardeuses.
quand on a un renseignement, et quand le renseignement est satellitaire, il est plus précis, il est plus crédible, on protège la vie de l'agent de douane, on intervient très rapidement dans les zones dangereuses, on se retire. Selon le conférencier et le directeur général des douanes, les douanes contribuent à la sécurisation du pays en luttant contre la fraude, le trafic illicite, le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux. Si l'on en croit le directeur général, les douanes disposent d'une unité spéciale qui a suivi beaucoup de formations pour la sécurisation des installations de l'administration douanière de certaines cargaisons. Et l'inspecteur général Konaté de conclure que l'efficacité et la sécurité combinées permettent d'accroître les recettes douanières, donc renforcer la confiance entre l'administration douanière et les autres partenaires, notamment le secteur privé. A noter que l'ancien directeur général des douanes, Amadou Toukoula, et l'économiste Modibo Maoum Magalou étaient les modérateurs de ce panel. Autre titre de ce journal, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a rencontré cet après-midi les opérateurs économiques. Ensemble, ils ont examiné le cahier de charges relatif aux opérations spéciales d'importation du riz et de la graine du coton. On en sait davantage avec Nyanya Alou Traori. Notre réunion a abouti cet après-midi à la mise en œuvre d'un contingent d'importation de 100 000 tonnes de riz, qui va démarrer cette semaine. Le message du président de la transition fait son chemin. Il s'agit des instructions du général d'armée Assimi Goïta pour faire du Mali un pays autosuffisant alimentaire. La mise en œuvre opérationnelle est donc du ressort du gouvernement. C'est à ce niveau que l'on peut enclencher des initiatives novatrices. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, on a opté pour la méthode inclusive et par anticipation. C'est pourquoi le ministre Moussa Alassane Diallo est face aux opérateurs économiques, notamment ceux du secteur riz et coton-graines. Pour assurer l'approvisionnement correct des marchés en riz, et pendant toute l'année, nous avons, et conformément à l'axe 2 du plan d'action qui a été approuvé par le Premier ministre chef du gouvernement, nous avons jugé cet après-midi de rencontrer l'ensemble des importateurs de riz que vous êtes pour échanger avec vous sur la problématique de l'approvisionnement de notre pays en riz. La présente démarche se veut véritablement conforme à la lettre de cadrage du président de la transition relative à la satisfaction des besoins élémentaires des populations maliennes. L'examen du cahier de charges de l'importation du riz et de l'exportation du coton-graine est au cœur de ces échanges. 100 000 tonnes de riz doivent être importées suivant des critères bien définis avec comme finalité la stabilisation des prix du marché sans aucune menace inflationniste. L'hivernage passé a été marqué par des pluies abondantes. Ces pluies ont causé beaucoup de dégâts au niveau de nos exploitations agricoles, lesquels dégâts vont certainement se traduire par une perte de production. Donc, par anticipation, nous avons dit qu'il faut faire un jumelage entre la promotion de l'approvisionnement de notre pays en riz à partir de la production locale, plus un volant d'importation, de façon à assurer la stabilisation du prix du riz sur les marchés. La stratégie Moussa Alassane Diallo fonctionne. Le dialogue ainsi établi favorise la création d'un partenariat fécond entre gouvernement et secteur privé pour la satisfaction des besoins fondamentaux de nos compatriotes. Ça me fait 34 ans dans le commerce. C'est le seul ministre qui fait légal tous les Maliens, sans différence. Donc avant, c'était 4 ou 5, 6 personnes. Mais c'est la transparence totale pour le ministère du Commerce. Ici, à l'heure actuelle, dans le commerce, il n'y a pas de défaut. On n'a rien à dire. Merci pour votre participation. Merci pour votre compréhension. Merci pour votre esprit patriotique. Les consommateurs maliens sur l'ensemble du territoire auront accès au riz à 450 francs le kilo, soit 22 500 le sac de 50 kilos. Je pense que cette mesure répond parfaitement aux instructions du président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, par rapport donc à la satisfaction des besoins élémentaires des populations en ce qui concerne le riz. Les représentants des départements ministériels et des autorités administratives indépendantes renforcent leurs connaissances sur les réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales. C'est une initiative du ministère délégué chargé des réformes politiques et de soutien au processus électoral. Les précisions de Youssouf Diakité.
Le ministère en charge des réformes politiques et du soutien au processus électoral est à pied d'œuvre pour la vulgarisation de la nouvelle constitution du 22 juillet 2023 et des réformes engagées par le gouvernement de la transition. C'est ce qui justifie l'organisation de cette série d'ateliers dans le district du Bamako qui s'adresse principalement aux autorités administratives et politiques et aux forces vives du pays. Le Parlement, qui était d'une chambre, devient un Parlement à 2 chambres avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a des modes d'élection qui changent. Il y a également la refonte du système électoral qui consiste à donner une bonne part de la gestion des élections à l'autorité indépendante de gestion des élections par rapport à la Cour constitutionnelle, dont les missions sont revues et qui va être chargée en ce qui concerne les autres élections nationales et uniquement le contentieux, la proclamation des résultats relevant de l'autorité indépendante de gestion des élections. Donc, c'est des changements majeurs qui sont en train d'être expliqués. Et les jours prochains, les autres textes d'application, les lois organiques et la loi électorale vont être adoptés. Nous avons adopté une modification de la loi électorale par ordonnance pour permettre aux citoyens maliens qui n'avaient pas jusqu'à présent la chance d'être inscrits sur la liste électorale de pouvoir l'être par des mécanismes appropriés qui ont été apportés par la nouvelle modification. Donc ce sont des changements qui sont importants, qui méritent d'être expliqués. Et vous savez, en 2023, il y a une grande réforme, la réorganisation territoriale et administrative du Mali, qui a conduit à la création de 159 cercles et 815 communes. On n'a pas eu l'occasion d'expliquer des changements majeurs qui sont intervenus à Bamako. Bamako a été totalement réorganisé autour d'une circonscription unique, le district de Bamako, qui désormais comprend des arrondissements. Vous avez vu des sous-préfets d'arrondissement, ça n'a jamais existé à Bamako. Il y a également la suppression des communes et le district désormais organisé autour d'une circonscription unique qui s'appelle district de Bamako, la collectivité district. Et désormais, il n'y aura que les délégations du district qui sont également des arrondissements qui vont être chargés de la mise en œuvre de la politique définie par le district. La défense et la sécurité, les réformes institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la couverture sanitaire du pays sont entre autres les thématiques débattues par les participants au cours de ces différents ateliers. Lundi 27 janvier, c'est la journée internationale de protection des données à caractère personnel. Une journée qui marque une étape importante dans la préservation de la vie privée et de la gestion efficiente des données à caractère personnel dans un monde de plus en plus numérisé. Occasion pour le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel de passer un message, les grandes lignes avec Boubacar Bablin-Touri. Le 28 janvier, une date dédiée à la protection des données à caractère personnel. Une date qui n'est pas fortuite puisqu'elle commémore la signature de la Convention 108 du Conseil de l'Europe, un instrument indispensable en matière de protection des individus en ce qui concerne les données à caractère personnel. Un défi pour notre pays qui, à l'instar de la communauté internationale, n'entend pas rester en marge de la célébration de cette journée. Elle rappelle non seulement nos droits fondamentaux à la protection de nos informations personnelles, mais aussi les responsabilités qui incombent aux États, aux entreprises et à chaque citoyen pour préserver ses droits face aux défis croissants de l'ère numérique marquée par le développement exponentiel de l'intelligence artificielle. La protection des données à caractère personnel, plus que l'accomplissement d'une simple formalité, se veut un processus, voire une culture nécessaire pour la préservation de la liberté individuelle de tout un chacun. C'est pourquoi au Mali, des efforts considérables sont déployés pour faire face à ces enjeux. Depuis 2015, l'autorité de protection des données à caractère personnel a œuvré sans relâche pour garantir que la vie privée de nos concitoyens soit respectée, protégée et valorisée. Pour ce combat, la digitalisation du système, l'information et la sensibilisation des citoyens s'avèrent nécessaires. C'est pourquoi j'invite toutes les parties prenantes, organismes publics et privés, sociétés civiles et citoyens, à renforcer leur engagement en faveur d'une culture saine de protection des données à caractère personnel. Faisons en sorte que le Mali continue d'avancer sur la voie de la souveraineté numérique où l'innovation s'accompagne
d'un respect scrupuleux des droits et libertés des individus. Pour cette édition 2025, la journée sera marquée par des sessions de formation, de sensibilisation des acteurs de tous bords. Cela en vue de renforcer leurs compétences en matière de protection des données à caractère personnel. Nous vous l'annoncions hier, la 3e session de la chambre correctionnelle du tribunal militaire de la région de Mopti s'est ouverte ce lundi. Au total, 25 affaires sont inscrites au rôle impliquant 41 détenus, dont 36 militaires et 5 civils. Pendant une semaine, la chambre correctionnelle se prononcera sur les dites affaires qui sont entre autres vol d'armes de guerre, violation de consignes et des infractions de droit commun. On en sait plus avec Souleymane Sidibé et Souleymane Tepsogué. Le monde judiciaire de la région de Mopti s'est réuni pour la 3e fois pour trancher les infractions commises par des militaires et assimilés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est à la faveur de la session ordinaire de la chambre correctionnelle du tribunal militaire de la 5e région qui reprend après avoir observé une pause. Au total, 25 affaires concernant 36 militaires et 5 civils seront examinées minutieusement, étudiées et tranchées. Les 25 affaires qui sont inscrites au rôle doivent faire l'objet d'examen par le siège. Donc c'est des affaires qui ont été enrôlées et soumises à l'appréciation du tribunal pour être jugées. Que cette session puisse combler toutes nos attentes, à savoir dire le droit et rien que le droit. Selon le gouverneur de la région, le militaire est justiciable comme tout autre citoyen. Toutefois, soulignera-t-il à cet égard, la manière compte beaucoup. Nous rappelons à l'ensemble que le militaire est justiciable, à l'instar de tous les citoyens. Seulement qu'il doit être jugé souvent par un outil adapté au égard même de la spécificité et du caractère sacerdotal de sa fonction. Et cela est dans le cadre de l'état de droit. Le civil, les infractions de droit commun existent et ça c'est les infractions militaires qui sont jugées par un tribunal militaire. On est aujourd'hui à l'ouverture de l'audience solennelle pour que les assises puissent avoir lieu. Le procureur du tribunal militaire de Mopti invite les populations de la Venise malienne à prendre part à cette session, car, fera-t-il remarquer, elle est correctionnelle mais aussi pédagogique. Plus de 220 millions de francs CFA, c'est le montant que l'Union européenne, à travers le programme Jeunesse et Stabilité Progress et ses partenaires entendent investir dans la construction des marchés à bétail dans le cercle de Djangouté Camara, dans la région de Nioro. Les explications de Moussa Diakité. D'un coût total de 223 millions de francs CFA, entièrement financé par l'Union européenne à travers le programme Jeunesse et Stabilité Progress et le Centre de dialogue humanitaire HD, la réalisation de ces marchés à bétail contribuera sans nul doute à réduire le taux de chômage, à abaisser les tensions sociales et à booster l'économie dans la zone comme le souhaitent les plus hautes autorités du pays. C'est le bonheur, c'est la tranquillité vraiment dans l'âme. Donc je suis vraiment très heureux aujourd'hui pour la réalisation de ce projet. Ça réduit vraiment le phénomène de vol de bétail. La plupart des jeunes qui travaillent ici, donc, ils sont de la localité. Ça, c'est vraiment une bonne opportunité économique. C'est pour consolider la paix qui a été négociée, qui a été acceptée, qui a été conclue entre les agriculteurs et les éleveurs à travers une médiation facilitée par les HD. Le nouveau marché à bétail de Djangouté Camara, qui répondra à toutes les commodités du moment, sera fin prêt dans 4 mois. Sa mise en œuvre est assurée par la GIZ et sa réalisation par l'entreprise Sanké Construction. Ce marché à bétail sera bâti sur 2 hectares, composé d'un bloc administratif dont les bureaux et une salle de réunion, un bloc de 3 magasins, 2 blocs de 3 latrines, un parc de vaccination, un parc d'embarquement, un système hydraulique villageois amélioré avec un château d'eau de 30 mètres cubes avec 2 bonnes fontaines, 4 abreuvoirs dont un pour les petits ruminants et la clôture sera également faite. Ce marché à bétail va permettre d'abord d'avoir des emplois permanents et même non permanents. Beaucoup de jeunes viendront quand même avoir des emplois et ça va freiner l'immigration pour notre cercle. Un bébé, il faut l'entretenir pour que ça soit efficace. Beaucoup de pays viendront se ravitailler ici. C'est l'un des grands projets pour le nouveau cercle de Djangouté. Fin à Kita de la première session ordinaire du comité régional de coordination du projet de renforcement de la sécurité alimentaire à travers l'irrigation de proximité dans le Karta Sefeto.
Elle a été marquée par la présentation du projet aux acteurs et les sites retenus. Ce projet d'une durée de 5 ans va coûter plus de 12 milliards de francs CFA à la Banque islamique de développement et à l'État malien. Le reportage de Mamadi Alioubari. Mutualiser les efforts pour une bonne mise en œuvre effective du projet, informer les différents acteurs sur les recommandations issues de la première session du comité de pilotage tenu à Bamako, tels sont entre autres les objectifs de cette première session ordinaire du comité régional de coordination du projet de renforcement de la sécurité alimentaire à travers l'irrigation de proximité dans le Karta à Sefetou de l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal ADRES. Il s'agit entre autres de la réalisation de 951 hectares de bas-fonds dans 20 villages par la construction de micro-barrages pour le contrôle de la lame d'eau. Les exploitants bénéficieront de l'assistance technique, de l'encadrement, de l'accès aux facteurs de production, de l'accès au crédit notamment pour les semences et les engrais et de l'accès à la mécanisation par l'octroi des motoculteurs. C'est de pouvoir mettre les acteurs ensemble, les informer sur les tenants et les aboutissants du nouveau projet. Et c'est aussi de les permettre de développer des synergies. Ce projet pour les acteurs est un moyen approprié de lutter contre la pauvreté à travers des moyens de protection affranchis des aléas climatiques pour les communautés de cette zone enclavée. Donc l'irrigation de proximité, c'est un projet qui est développé sur la demande de l'ensemble des bénéficiaires et sur la base de leur accompagnement. Donc ça veut dire que ce n'est pas des projets clés en main. Ces projets vont être accompagnés par les populations bénéficiaires, notamment ils vont participer physiquement et financièrement aux travaux. Ce projet est un espoir pour la région de Kita, notamment le cercle de Sefetou, qui est un cercle qui manque de tout. Et les différentes recommandations issues du comité de pilotage tenu à Bamako vont aider à un bon démarrage du projet. Mais d'ores et déjà, nous demandons à nos plus hautes autorités leur implication pour la levée de la suspension des investissements de l'abus au Mali, dont notre projet est concerné. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées qui sont, entre autres, entamer des discussions avec la Banque islamique de développement pour lever les zones d'ombre par rapport aux difficultés de l'eau à Didanko et Damina. Ce projet, pour une durée de 5 ans, va coûter 12,9 milliards de francs CFA à la Banque islamique de développement et à l'État malien. À présent, le contenu de ce communiqué, l'ambassade de la République de Guinée en République du Mali, du Burkina Faso et du Niger, avec résidence à Bamako, a le plaisir de porter à la connaissance de la communauté guinéenne établie au Mali, au Burkina Faso et au Niger que l'enrôlement pour l'obtention des passeports biométriques est désormais effectif dans les locaux de l'ambassade. À cet effet, elle invite toutes les personnes désireuses d'obtenir un passeport biométrique de se présenter au service consulaire de l'ambassade pour les formalités y afférentes. Aussi, dans le cadre de la sécurisation des documents consulaires, elle informe de la confection et de la mise en vente très prochainement de nouveaux documents sécurisés. L'ambassade de la République de Guinée au Mali s'est comptée sur la bonne compréhension de chacun. Dans la région de Ségou, le projet Empowerment de femmes Maya Dambé s'implique dans l'amélioration de la santé maternelle et du bien-être des femmes en âge de procréer. C'est à travers une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus lancée dans les districts sanitaires de Ségou et Bla. Cette initiative de Care Mali s'inscrit dans le cadre de la politique d'autonomisation et de l'amélioration du cadre de vie des femmes dans les localités couvertes par le projet de Ségou, le reportage de Fousseni Samaké et de Bakari Traoré. Le dépistage est l'arme la plus puissante que nous ayons pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. C'est le thème de cette campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus lancée par le projet Empowerment des femmes Maya Dambé dans la région de Ségou. L'initiative vise à lutter contre le cancer du col de l'utérus chez les femmes en âge de procréer dans 10 centres de santé communautaires partenaires du projet GWEB 3 de Care Mali. Notre objectif est clair, sensibiliser un maximum de femmes à l'importance du dépistage, faciliter l'accès aux soins et réduire le nombre de cas de cancer du col de l'utérus dans notre région. Je vous invite chacun à vous engager pleinement dans cette campagne. Ensemble, faisons de notre région un modèle en matière de prévention et de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Cette initiative permet de lutter efficacement contre ces fléaux qui constituent un véritable problème de santé publique.
On pouvait classer la prévention en 3 types. Le premier type de la prévention, ça c'est l'IEC, la vaccination. Le deuxième type de prévention, ça c'est surtout le dépistage. Le dépistage permet vraiment de poser un diagnostic. Et seul le traitement rapide permet de diminuer l'ampleur de ces phénomènes. À toutes les femmes, je lance un appel. Prenez soin de vous. Faites-vous dépister régulièrement, car le dépistage est un acte d'amour envers soi-même et envers ses proches. La présente campagne de dépistage dure 2 semaines et concerne les centres de santé communautaires de Sebougou, Zambougou, Massala, Sakoiba, Ngara, Blas Central, Yangasso, Kemeni, Dougouolo et Touna. Et dans la chronique santé, la rédaction s'intéresse à la dengue pendant la grossesse. Cette infection d'origine virale chez une femme enceinte provoque la fausse couche dès le premier trimestre, le décès du fœtus, l'accouchement prématuré ou le saignement. Plus de détails sur cette infection chez la femme enceinte dans ce numéro de Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé et de Sidi Modibo Dameli. La dengue est une maladie transmise à l'homme à travers la piqûre des moustiques Aedes. Dès la contamination, ces symptômes persistent pendant plusieurs jours. Les symptômes de la dengue sont une très forte fièvre, des maux de tête très intenses, des nausées, souvent même des vomissements, des courbatures et souvent des saignements. Cette infection d'origine virale agit négativement sur la santé de la femme enceinte et de son futur bébé, car les 2 sujets sont visés par des complications. Chez la femme enceinte, la dengue peut causer d'autres problèmes comme des fausses couches au premier trimestre, des morts fétales in utero, des accouchements prématurés, des naissances de bébés de petits poids. Et puis après l'accouchement également, une hémorragie. Une hémorragie peut s'accompagner par le fait que en cas de dengue, nous avons généralement une chute de taux de plaquettes. Donc ce qui favorise une hémorragie de la délivrance. C'est-à-dire après l'accouchement, les femmes se mettent à saigner. La dengue et le paludisme sont 2 maladies qui ont presque les mêmes signes cliniques. Ce qu'il faut retenir, la première est virale et la seconde est une infection parasitaire. La forte fièvre, on rencontre et en cas de dengue et en cas de paludisme. Également les courbatures, les nausées, vomissements. On rencontre tout ça dans les 2 cas. Le seul moyen de différencier les 2 diagnostics, c'est vraiment les examens biologiques. Donc on fait un test biologique à la dengue et le test, la goutte épaisse, pour voir si la personne souffre d'un palu ou de la dengue. La dengue n'a pas de traitement approprié. Le médecin ne soigne que les symptômes de la maladie. L'adoption des mesures de prévention joue également un grand rôle dans la diminution de la chaîne de transmission. Le traitement va seulement concerner la prise en charge des symptômes de la dengue. Il s'agit généralement de paracétamol en perfusion pour atténuer les douleurs, les céphalées et puis les courbatures. Mais par contre, on va beaucoup éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire comme les Brufen, parce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent accroître le risque d'hémorragie. À la suite des hémorragies, il peut y avoir une chute de la tension qui va provoquer un choc et une perte de connaissance. C'est la raison pour laquelle, dans les cas sévères de dengue, on préfère les hospitaliser pour mieux les surveiller. Pour éviter tout ça, le traitement est d'abord préventif. C'est d'éviter les stagnations d'eau qui vont favoriser la prolifération des virus. Donc on appelle ça la lutte antivectorielle. Également, demander à la femme enceinte de se protéger, de porter des habits qui protègent et également de se coucher sous moustiquaire. En cas de maux de tête, de courbatures, de nausées ou de saignements qui persistent pendant des jours, la femme enceinte doit se faire consulter pour éviter des complications qui peuvent arriver pendant la grossesse ou après l'accouchement.
Voilà, attention, prenez toutes vos dispositions. Un mot de culture à présent avec la tenue de la 9e édition du Festival international de danse à Farifoni Warati. C'était à l'espace culturel Blomba. Cet événement se veut un espace de transmission et d'innovation où la danse contemporaine tire son essence de la danse traditionnelle. Le film de la cérémonie de lancement avec Bemba Sibi et Yacouba Kone. C'est par une invite au retour à nos sources, une chorégraphie de la compagnie d'Embagnouma que la 9e édition du Festival international de danse au Farifoni Wati a ouvert ses portes. Un spectacle où les corps explorent les outils et valeurs traditionnelles dans une sorte de fresque vivante. Le thème en coffret a été choisi pour nous-mêmes, surtout nous les jeunes. Très généralement, dans la société, tout est perdu. Donc moi, j'ai essayé de prendre quelques danses traditionnelles chez nous ici au Mali, de travailler, de retravailler avec ça, de montrer aux jeunes on peut tout faire avec nos cultures, on peut tout faire avec nos coutumes. Durant les 10 jours du festival, 20 danseurs venus de tous les continents et 3 femmes chorégraphes vont présenter leurs créations. Des créations qui abordent diverses questions sociales, environnementales et politiques. La danse de création qu'on appelle aussi danse contemporaine, ça part de tout. Que ce soit de la tradition traditionnelle, du hip-hop, du breakdance, la danse de création tire ses origines ou ses inspirations de tout ça. Donc pour nous, les créations contemporaines que vous allez découvrir ce soir, Emma, sont des créations qui ont eux tous leur base dans la danse traditionnelle ou on dit la danse de chez nous. Parce qu'on crée avec ce qu'on a. Le festival Farifoni Wati est surtout un événement de promotion de la danse, une danse qui est le pont entre tradition et modernité. L'événement a également donné lieu à une projection de films et un concours. L'ORTM poursuit sa politique de délocalisation des émissions pour être au plus proche des populations. C'est dans cet état d'esprit que l'émission vient de midi était dans la région de San le samedi dernier pour un numéro spécial avec les forces armées et de sécurité sur le thème soutien des populations aux femmes. Changement de décor, changement de plateau, tout simplement pour vous. Le RTT, dans sa passion de service public, tient de rapprocher une fois de plus à ces populations, à ces auditeurs, à ces téléspectateurs tout simplement. Et nous avons décidé de poser nos vies dans la rue. Voilà l'émission Gain de Midi spéciale dans la région, un numéro réalisé en partenariat avec la DIRPA, Direction des informations et des relations publiques des armées, le commandant du 23e régiment, la vice-présidente des femmes de l'ACFO, le président du conseil régional des jeunes de San étaient les invités de cette émission qui a vu la participation des autorités administratives et les légitimités traditionnelles. Une émission à suivre dans nos programmes demain à partir de 11h sur ORTM rediffusion demain 23h. Et en image toujours, le tirage au sort des poules de la CAN Maroc 2025 a été effectué ce soir. Le Mali évoluera dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Maroc, ainsi que la Zambie et les Comores. Voici les autres groupes. Groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Groupe A, toujours, bien sûr. Groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Groupe D, Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana. Groupe I, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Le groupe F, Côte d'Ivoire, tenant du titre, Cameroun, Gabon, Mozambique. Le Mali qui loge dans le groupe A en compagnie du pays hôte. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.